et à toutes. Bienvenue donc à ce webinaire sur la facturation électronique qui est proposé par l'UNCJ. Je me présente, je m'appelle Frédéric Leprêtre et je suis expert comptable du cabinet BPRC, qui est un cabinet qui est spécialisé dans la profession des commissaires de justice. Je remercie l'UNCJ de m'avoir sollicité pour vous présenter ce webinaire sur la facturation électronique. Donc, globalement, ce webinaire va durer 1 heure, entre 12h30 et 13h30, maximum 1 heure. Je vais essayer d'être simple dans la présentation. Et si vous avez des questions, vous pouvez éventuellement chatter sur le côté, comme vous voyez à côté de votre écran. Et j'essaierai de répondre donc, au cours de ce webinaire et à la fin pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, voyons ensemble le programme que l'on va suivre pendant ce webinaire. Donc, on verra d'abord au niveau de l'organisation. Donc, pourquoi cette réforme sur la facturation électronique? On verra ensuite le cadre réglementaire de la réforme. On verra comment, dans les études de commissaire de justice, vous devez mettre en place cette facture électronique. Comme vous êtes ensuite des sociétés de commissaires de justice, on verra le cas particulier des débours et de la refacturation entre confrères. J'ai fait un point également sur la gestion des notes de frais. Je ferai ensuite mes conclusions et je répondrai donc aux différentes questions sur le chat. Donc, première partie, donc pourquoi il y a cette réforme sur cette facturation électronique? Donc, le principe, c'est que la facturation électronique deviendra obligatoire pour toutes les sociétés françaises qui sont assujetties à la TVA. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus recevoir des factures en état papier ou par PDF et vous ne pourrez plus non plus envoyer vos factures à vos clients sur format papier ou en PDF. Vous allez être obligé de passer par ce que l'on appelle une plateforme agréée qui va permettre de recevoir votre facture. Les données de vos factures seront ensuite transmises directement à l'administration fiscale. Et cette plateforme agréée enverra également votre facture à votre client sur sa plateforme et le client ira sur sa plateforme pour récupérer votre facture. Inversement, les fournisseurs vous enverront leurs factures directement de leur plateforme agréée. Les données de ces factures seront transmises directement à l'administration fiscale et ces factures atterriront ensuite dans votre plateforme agréée pour pouvoir aller les récupérer et pour pouvoir les régler. Donc, cette réforme, en fait, elle vise surtout à lutter contre les fraudes fiscales, notamment en matière de TVA. Elle vise également à simplifier et faciliter les déclarations, c'est-à-dire que toutes les déclarations de TVA, par principe, seront faites par l'administration fiscale, puisqu'ils auront connaissance de toute la TVA sur vos factures de vente, et l'administration fiscale aura également connaissance de toute la TVA sur vos factures d'achat. Ça permet également de réduire les coûts, puisqu'on a fait une étude et en fait, on a observé que le coût d'une facture dans une entreprise était globalement de 11 €. Entre le moment où vous réceptionnez une facture, au moment où vous la réglez, vous l'enregistrez, vous l'imprimez, globalement, une facture coûte 11 € de traitement en interne. Donc, ça permet, cette facturation électronique, de réduire les coûts aussi au niveau de la facture. Et ça permet également de piloter l'activité de l'entreprise. On verra après pourquoi. Donc, ce qui va changer réellement, c'est ce que j'ai bien écrit donc, à la fin de ce premier diapositif, c'est que les échanges de factures ne se feront plus simplement entre l'émetteur et les récepteurs, mais les données de vos factures seront extraites et transmises à la DGFiP, c'est-à-dire au service des impôts. Une date qui est importante à retenir, donc c'est la date du 1er septembre 2026, donc c'est pratiquement dans 5 mois et demi. Vous devrez, vous, en tant que commissaire de justice, avoir choisi une plateforme agréée qui sera immatriculée par l'État, qui pourra recevoir vos factures électroniques et qui pourra également émettre vos factures à destination de vos clients. Donc, une date importante, le 1er septembre 2026. Je vais rentrer plus en détail par la suite. Donc, quel est le cadre réglementaire de la facturation électronique ? Donc, il y a 2 dates qu'il faut retenir. Donc, c'est la date du 1er septembre 2026 et celle du 1er septembre 2027. Donc, à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises, donc, quelle que soit leur taille, devront donc avoir une plateforme agréée. Ils sont obligés d'avoir une plateforme agréée pour réceptionner les factures.
Les grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui font plus de 50 millions de chiffres d'affaires, doivent émettre leurs factures à partir également de cette plateforme. Donc vous allez, vous, en tant que commissaire de justice, recevoir sur votre plateforme des factures des grosses structures, telles que l'EDF ou les services Orange, etc. La deuxième date importante, donc, c'est la date du 1er septembre 2027, c'est-à-dire qu'à partir du 1er septembre 2027, vous allez devoir émettre vos factures à destination de vos clients également à partir de cette plateforme, et vous allez recevoir les factures de vos fournisseurs à partir de cette plateforme, mais pour vous, la réception est obligatoire à partir du 1er septembre 2026. Donc, pour résumer, 1er septembre 2026, vous devez adhérer à une plateforme agréée qui permettra de recevoir vos factures. Et 1er septembre 2027, vous devez être capable, à partir de votre plateforme, d'émettre vos factures à destination de vos clients. Il n'y aura plus aucun envoi papier ou PDF à vos clients et vous ne recevrez plus aucune facture de vos fournisseurs. Donc, attention au niveau de la date. Donc, c'est la date du 1er septembre 2026. Vous devez choisir donc une plateforme agréée qui est immatriculée par l'État pour recevoir les factures électroniques des grandes entreprises. Donc, à partir du 1er septembre 2026, vous allez recevoir les factures des grosses entreprises telles que EDF, Orange ou autres services, les entreprises de plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Elles ne vous enverront plus les factures sous format papier. Au niveau de la terminologie, donc, je vais parler de e-invoicing et de e-reporting. Donc, vous, en tant que commissaire de justice, vous êtes fournisseur qui est assujetti obligatoirement à la TVA et établi en France. Si vous établissez une transaction avec un client qui est assujetti, lui, également à la TVA et qu'il est établi en France, vous allez faire une facturation électronique et vous allez être dans le schéma du e-invoicing. Faites attention parce que je vais en parler après. Si par contre vous faites une transaction, donc vous, commissaire de justice assujetti à la TVA, et que vous faites une transaction avec un client qui n'est pas assujetti à la TVA, c'est l'exemple, par exemple, où vous envoyez un constat à un particulier. Dans ce cas-là, votre facturation restera libre, mais vous serez dans l'obligation de transmettre les données de la facture au fisc par l'intermédiaire de ce que l'on appelle du e-reporting, en passant toujours par votre plateforme agréée. Le troisième cas, qui est sur l'écran en vert, je ne vais pas intervenir dessus puisque globalement les commissaires de justice ne sont pas concernés, mais je vous le cite quand même, c'est le cas où vous êtes fournisseur et que vous réalisez des opérations avec un client assujetti ou non à la TVA, mais qu'en tant que fournisseur, vous n'êtes pas soumis à la TVA. Si vous n'êtes pas soumis à la TVA et que vous faites une transaction avec un client assujetti ou non à la TVA, dans ce cas-là, ce fournisseur est dispensé de la facturation électronique. Donc vous, au niveau des études de commissaire de justice, vous rentrez dans le cas du e-invoicing ou du e-reporting. C'est-à-dire que vous allez faire des transactions avec vos clients assujettis à la TVA et vous faites des transactions avec des clients non assujettis à la TVA. Autre terme au niveau des termes, quand vous allez faire une facture à un client qui est assujetti à la TVA, donc établi en France, c'est ce qu'on appelle les opérations B2B. Et quand vous faites une opération avec un client qui n'est pas assujetti à la TVA, tel qu'un particulier ou avec l'international, c'est ce qu'on appelle du B2C ou du B2B international. Donc le principe, quand vous allez faire votre facture dans le cadre d'un e-invoicing, c'est-à-dire avec un client qui est soumis à la TVA, il faut savoir que dès que vous allez établir votre facture de vente et que votre facture de vente, vous la transmettez dans votre plateforme agréée, en fait, tous les éléments de votre déclaration seront transmis en temps réel à l'administration fiscale. Donc, dès que vous allez faire un acte, que cet acte sera passé au répertoire, il passera directement en e-invoicing et tous les éléments de votre facture partiront directement au centre des impôts. Si par contre vous faites du e-reporting, c'est-à-dire que votre client n'est pas soumis à la TVA ou une transaction internationale, dans ce cas-là,
Les remontées au niveau de l'administration se font par période. On verra après les périodes pour la remontée de ces informations. Et vous allez faire obligatoirement du e-reporting, c'est-à-dire qu'en tant que fournisseur, vous êtes tenu de déclarer par voie électronique tous les paiements que vous allez recevoir au niveau de vos factures. Donc, les fournisseurs feront la même chose de leur côté. Et vous, dès que vous allez recevoir un paiement sur une facture e-invoicing ou e-reporting, vous allez devoir remonter également à l'administration fiscale les sommes que vous avez reçues. Donc, globalement, du e-invoicing, les informations remontent directement à l'administration fiscale. En e-reporting, les opérations sont remontées par période à l'administration fiscale. Et le e-paiement, dès que vous recevez un paiement, l'information remontera à l'administration fiscale selon un calendrier qui est bien défini également. On le verra après. Donc là, c'était un petit schéma pour résumer qu'à partir que les factures en format PDF ou les factures en format doc, en format Word ou en format XLS ne seront plus possibles à partir du 1er juillet 2027 pour les factures que vous allez émettre. Les factures seront obligatoirement en format facture X et ils seront accompagnés d'un format XML et d'un format PDF. Par contre, vous, à partir du 1er septembre 2026, je me répète, vous allez déjà commencer à recevoir des factures. Donc, il faudra obligatoirement créer votre plateforme, adhérer à une plateforme agréée pour pouvoir aller chercher vos factures et les enregistrer en comptabilité. Globalement, pour que tout cela fonctionne et pour que les plateformes agréées transfèrent bien vos factures à l'administration fiscale et transfèrent bien vos factures à la plateforme agréée de votre client et inversement, pour que vos fournisseurs envoient bien vos factures sur leur plateforme agréée et que leur plateforme transfère bien leurs factures sur votre plateforme à vous, les factures de vente ont des mentions obligatoires. Il faut savoir qu'avant le 1er septembre 2026, les factures de vente que vous allez faire doivent comporter 26 mentions obligatoires. Il y a notamment, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a notamment le numéro de SIRET du fournisseur et du client qui devront figurer sur vos factures de vente. Donc, votre numéro de SIRET et le numéro de SIRET du client. Et il y a une deuxième vague de mentions obligatoires qui devra être remplie avant le 1er septembre 2027, où là, on demande à ce que d'autres mentions soient indiquées sur vos factures, notamment les dates de livraison et de prestation. Il faut savoir que si une mention ne figure pas sur votre facture, obligatoirement, votre plateforme agréée ne transférera pas votre facture aux impôts et ne transférera pas non plus votre facture donc, à votre client. Donc, il faut bien que vos factures soient bien paramétrées. Donc là, je vous renvoie directement donc, à vos prestataires pour s'assurer que vos factures remplissent bien les mentions obligatoires du 1er septembre 2026 et les mentions obligatoires à partir du 1er septembre 2027. Faites attention, si des mentions ont été oubliées sur vos factures, il y a une amende de 15 € pour les factures non conformes avec un plafond cumulé annuel qui est de 15 000 € par entreprise. Donc faites attention au niveau de vos factures que toutes les mentions obligatoires figurent bien sur vos factures. Pour les sociétés qui travaillent avec les marchés publics, notamment avec le Chorus Pro, là vous avez deux options. L'option 1 qui est le Chorus Pro direct, c'est-à-dire que vous allez continuer à saisir vos factures sur le portail. Vous allez déposer donc ensuite un fichier en facture PDF et la transmission sera automatisée depuis le logiciel EDI. Mais vous pouvez tout à fait, c'est l'option 2, passer par la plateforme agréée, ce qui serait beaucoup plus facile pour vous, c'est-à-dire que vous déposez vos factures sur votre plateforme agréée qui se chargera, elle, automatiquement de les transmettre à Chorus Pro. Ça permet de faciliter et d'éviter les intermédiaires au niveau de l'envoi de vos factures. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là, on était précédemment dans le attendez, je me trompe, précédemment, on était dans le e-invoicing, donc c'est-à-dire lorsque vous faites une transaction avec un client qui est assujetti à la TVA. Donc, dès que vous faites une facture, je vous l'ai dit, vos factures seront transmises directement sur votre plateforme et les informations remonteront directement au centre des impôts.
Si vous faites du e-reporting, c'est-à-dire si vous faites des factures pour des personnes qui ne sont pas soumises à TVA, telles que des particuliers ou l'étranger, je vous ai dit tout à l'heure que la facturation était libre, mais les données de vos factures sont remontées périodiquement au niveau des impôts. C'est-à-dire que si vous faites une facture entre le 1 et le 10 du mois, il faut savoir que les remontées de vos données au niveau des impôts se feront donc à la date du 20 du même mois. Donc, entre les factures entre le 1 et 10, les données vont remonter le 20 du mois. Donc, votre fichier e-reporting devra être transféré pour la date du 20 pour que les informations puissent remonter au niveau des impôts le 20. Pour les factures que vous faites entre le 11 et le 20 du mois, la remontée au niveau des impôts, au niveau du e-reporting, se fera donc à la date du 30 du mois. Et pour les factures qui sont établies entre le 21 et le 31 du mois, le dépôt doit être fait donc avant le 10 du mois suivant. Par principe, en tant que commissaire de justice, vous êtes tous soumis donc au régime réel normal au niveau de la TVA, c'est-à-dire que vous déclarez votre TVA tous les mois. Donc, la cadence au niveau du transfert, c'est le 20, le 30 et le 10 du mois suivant. Par contre, si vous êtes au régime de la TVA au trimestre, chose que je n'ai encore jamais vue au niveau des études de commissaire de justice, mais c'est tout à fait possible, si vous déclarez votre TVA au trimestre, dans ce cas-là, votre mois où vous avez fait vos factures en e-reporting devront être remontées pour le 10 du mois suivant. Ensuite, au niveau du e-reporting paiement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les fournisseurs, vous, en tant que fournisseur, vous êtes tenu de déclarer donc, par voie électronique, donc via votre plateforme, les paiements que vous avez reçus pour les services que vous avez rendus. Donc, au niveau du e-paiement, il faut savoir que pour tous les paiements que vous avez reçus le mois M, vous devez déposer votre e-reporting avant le 10 du mois suivant. Donc, comme vous l'avez compris, globalement, les impôts auront connaissance des factures émises, des paiements que vous avez reçus, et globalement, les impôts pourront calculer directement votre TVA par l'intermédiaire de ce système. Faites attention, également, il y a une amende de 250 € par transmission manquante sur votre avec un plafond annuel qui est de 15 000 € par an. Donc, amende 250 € par transaction manquante au niveau du e-reporting. Donc, je vais regarder rapidement s'il y a des questions déjà qui me sont posées. Il y a une personne qui me demande si l'activité de vente aux enchères uniquement. Les activités de vente aux enchères, là je réponds à une question, les activités de vente aux enchères, si vous êtes soumis à la TVA et que votre preneur est également soumis à la TVA, par principe, la facturation électronique est obligatoire. Et vous devez également vous créer, en tant que commissaire-priseur judiciaire, votre plateforme, puisque vous allez également recevoir des factures avec de la TVA, et donc vous devez également être capable de recevoir vos factures. Donc la création, adhérer à une plateforme agréée est obligatoire en tant que commissaire-priseur. Est-ce que je vois d'autres questions? Il y a Maître Stanislas Held qui me demande: les plateformes de facturation interne aux grandes entreprises seront maintenues ou passeront maintenant via une nouvelle plateforme? Par principe, à partir du moment où vous avez choisi votre plateforme, les plateformes donc permettent de recevoir et d'émettre vos factures. Donc les grandes entreprises, elles, à partir du 1er septembre 2026, auront sélectionné leur plateforme, elles vont recevoir des factures des grosses entreprises, et ces grosses entreprises, plus de 50 millions, vous enverront également vos factures via cette plateforme, et vous allez réceptionner les factures sur votre plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les études dont les zones... Pour les études, il y a une personne qui me pose une question. Pour les études dans les zones exonérées, comment cela se passe-t-il? Donc, je ne comprends pas trop la question, mais par principe, une étude de commissaire de justice est soumise à TVA, donc il n'y a même pas de question à se poser. Par principe, vous devez avoir votre plateforme agréée à partir du 1er septembre 2026 pour recevoir vos factures et les émettre.
Je vois, les plafonds des amendes sont-ils cumulatifs? Un plafond pour les mentions omises et un plafond pour les outils de facture, ou s'agit-il d'un plafond global? Un plafond pour les mentions, oui, selon moi, c'est un plafond pour les mentions omises et un plafond pour les oublis de facture, avec des plafonds maximum par entreprise. Donc, on va continuer. Donc, comment mettre en place maintenant la facturation électronique? Donc, comme je vous l'ai dit depuis le début, seules les plateformes agréées qui sont accréditées par l'administration fiscale sont habilitées donc à remplir l'ensemble des obligations prévues par la réforme. Donc, les plateformes agréées doivent être accréditées par l'État et elles auront pour mission plusieurs missions. Ces plateformes agréées vont vous permettre de recevoir vos factures et elles vont permettre aussi à vous, en tant que fournisseur, de transmettre vos factures et de vérifier que vos factures respectent le bon format. Ces plateformes vont permettre également de transmettre directement à la DGFiP, c'est-à-dire aux impôts, les données de vos factures et de vos paiements. Et ces plateformes donc, assurent également l'interopérabilité, c'est un mot un peu compliqué, avec le portail public de facturation et les autres PA, c'est-à-dire que cette plateforme va permettre de transférer votre facture à la plateforme agréée du destinataire, grâce principalement au numéro de sirène. Donc, globalement, j'ai fait le point sur les logiciels des commissaires de justice. Globalement, Septéo donc, a créé sa plateforme agréée et il est certifié pour recevoir et transmettre les factures. Donc, Septéo, pour les produits Septéo, vous n'aurez pas de problème. Globalement, si vous utilisez un produit Septéo, vous allez par principe utiliser la plateforme agréée de Septéo. Fiducial, c'est pareil. Globalement, ils ont créé leur plateforme et leur plateforme est certifiée par l'administration fiscale. Donc, pour les produits fiducial, vous allez pouvoir également utiliser la plateforme fiducial qui permettra d'envoyer vos factures, de les envoyer au destinataire, également de transférer les éléments à la DGFiP, puisqu'elle remplit bien les 3 missions qui sont demandées pour être accréditée. Par contre, pour tout ce qui est produit Aurus, Intuis, Andalis et Gestelp, donc j'ai regardé sur les sites internet, j'ai pas vu qu'ils avaient créé leur plateforme agréée. Ils sont peut-être en cours ou peut-être qu'ils n'auront pas de plateforme agréée, j'en sais rien. Mais rien n'empêche, par exemple, si vous utilisez le produit Andalis, de passer par la plateforme Septéo pour l'envoi de vos factures et la réception de vos factures à partir du 1er septembre 2026. C'est-à-dire que si vous avez un produit Andalis, vous allez générer dans votre logiciel une facture. Cette facture, ensuite, passera directement, par exemple, sur la plateforme Septéo. La plateforme Septéo, elle, transmettra vos données de facture à la DGFiP et elle transmettra également vos données de votre facture directement au destinataire et à la plateforme agréée du destinataire. Et inversement, si vous recevez une facture d'un fournisseur, la plateforme Septéo, par exemple, recevra votre facture, la déposera sur votre plateforme agréée et ensuite, vous, sur Andalis, il faudra aller sur votre plateforme agréée, chercher la facture pour pouvoir l'enregistrer dans votre comptabilité. L'avantage des produits Septéo qui ont une plateforme agréée et de fiducial, c'est que eux, leur objectif, en fait, c'est de permettre les factures fournisseurs que vous allez recevoir. Par principe, ensuite, elles vont s'enregistrer directement dans votre comptabilité. C'est l'avantage des produits Septéo et fiducial qui ont créé leur plateforme agréée. Maintenant, si les autres logiciels développent leur plateforme agréée, c'est très bien. Mais s'ils n'ont pas la plateforme agréée, vous pouvez tout à fait passer par Septéo ou fiducial ou une autre plateforme. Donc, si vous êtes un produit Septéo ou fiducial au niveau interne, au niveau de votre gestion interne, je vous conseille de rester plutôt avec la plateforme agréée qu'ils ont développée, puisque globalement, ça va vous éviter des mouvements d'éviter des transactions, en fait. On a vu à un moment donné se développer donc des solutions compatibles. C'est-à-dire que les solutions compatibles, ça permettait, par exemple, lorsqu'on n'avait pas de plateforme agréée, telle que par exemple Andalis, je prends cet exemple, mais ils sont peut-être en train de la développer,
Ça permettait en fait de transférer en fait les données de votre logiciel de gestion, de les transférer sur une solution compatible, et cette solution compatible transférait ensuite votre facture sur une PA. L'inconvénient de ces solutions compatibles, c'est qu'ils ne sont pas immatriculés par l'État et ça n'adresse pas les factures au destinataire. Donc, il faut mieux tout de suite, pour éviter les intermédiaires, passer par un logiciel qui est directement immatriculé PA, c'est-à-dire plateforme agréée. Et donc, c'est l'option pour vous également la plus sûre et la plus efficace. Donc, passez obligatoirement par un logiciel intégré, ne passez pas, à mon sens, par une solution compatible, puisque ça génère un intermédiaire de plus. Et obligatoirement, comme je l'ai précisé précédemment, je reviens sur le slide, Septéo et Fiducial, obligatoirement, c'est eux qui vont recevoir des factures, globalement, ils vont tout de suite contrôler que les factures que vous recevez sont au bon format. Et s'ils ne sont pas au bon format, obligatoirement, vous serez prévenu. Donc, pour conclure cette première partie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir avant le 1er septembre 2026, vous devez sélectionner votre plateforme agréée de réception. Donc, vous devez donc sélectionner votre plateforme agréée et vous devez signer ce que l'on appelle un mandat qu'on appelle le formulaire d'opt-in. Donc, c'est un mandat qui est signé donc avec votre plateforme agréée que vous avez sélectionnée. Et grâce à la signature de ce mandat, vous serez inscrit dans l'annuaire centralisé et vous serez en possession d'une adresse de facturation électronique que vous pouvez communiquer ensuite à tous vos fournisseurs. À partir du 1er septembre 2026, vous allez recevoir directement vos premières factures sur votre plateforme, notamment des factures des grosses structures. Vous pouvez valider et refuser tout à fait les factures que vous allez recevoir, excusez-moi. Vous pouvez tout à fait les refuser, par exemple, si la facture est incomplète ou si elle ne vous est pas destinée, vous pouvez tout à fait refuser la facture qui vous est adressée sur la plateforme. Et à partir du 1er septembre 2027, vous établirez vos factures depuis votre logiciel et dans un format de facturation électronique et vous devrez donc la déposer sur votre logiciel. Je recommence. À partir du 1er septembre 2026, vous allez établir vos factures depuis votre logiciel dans le format qui est autorisé par l'État, donc la facturation électronique en respectant toutes les mentions obligatoires. Vous enverrez votre facture à votre PA d'émission que vous avez sélectionné. Votre PA d'émission, elle, enverra les éléments de votre facture à la PA de réception, c'est-à-dire votre client final. Et votre PA d'émission enverra également à l'administration fiscale toutes les données fiscales relatives à votre facture. Donc, avant le 1er septembre, vous choisissez votre PA et vous devez signer un mandat qui vous permet de vous inscrire dans l'annuaire annuel. À partir du 1er septembre, vous allez recevoir vos factures, notamment des grosses structures, directement via votre PA. Et à partir du 1er septembre 2027, vous allez recevoir et émettre vos factures. Donc, où en sont les logiciels? Je vois une question, donc on me pose la question, donc où en sont les logiciels métiers de la profession? Comme je vous l'ai dit, au niveau d'Intelsoft et de Fiducial, ils ont leur plateforme agréée, donc la question ne se pose pas. Vous pouvez directement travailler avec Intelsoft et Fiducial. Par contre, comme je vous l'ai dit, pour les produits Intuis, Andalis, Gestelp et les autres produits qui sont connus de la profession des commissaires de justice, je ne sais pas s'ils sont certifiés PA. Donc, j'ai même regardé sur leur site internet, je n'ai pas vu. Souvent, je pense que pour l'instant, s'ils avaient été certifiés PA, ils l'auraient indiqué sur leur site. Là, je n'ai rien vu à ce niveau-là. On me pose si la facture électronique est applicable en Guyane. Donc là, je ne peux pas vous répondre, puisque là, il faut voir. Là, je peux vous répondre, je vous répondrai après, mais là, comme ça, je ne peux pas vous répondre. Parce que normalement, parce qu'en Guyane, ben, je dirais que oui, puisque globalement, en Guyane, vous êtes soumis à la TVA, je pense, au taux de 8 ou. Après, je peux confondre, je ne maîtrise pas très bien la fiscalité en Guyane, mais je pense que comme vous dépendez de la législation française, à voir. Là, je peux me renseigner et je vous tiendrai au courant.
On me pose la question, comment le Trésor public va calculer notre TVA lorsqu'on est à la TVA à l'encaissement? Eh ben, ça va être très simple, en fait. Globalement, l'administration fiscale va recevoir les informations de facturation directement sur votre PA. Et ensuite, vous allez devoir faire un e-reporting paiement, c'est-à-dire que vous devez, le 10 du mois suivant, indiquer tous les règlements que vous avez reçus. Et à partir de là, le fisc va pouvoir rapprocher les règlements et vos factures et va pouvoir calculer vos TVA. Pareil au niveau de vos fournisseurs, le fisc aura connaissance de toutes vos factures que vous recevez. Il aura connaissance également de tous les règlements que vous avez effectués. Donc, par principe, à terme, le fisc pourra calculer tout de suite votre TVA. Mais on me pose la question, si avec la facturation électronique, est-ce que la déclaration de TVA sera toujours à faire? Je vous dis oui, la déclaration de TVA au début sera toujours à faire, notamment pour tout ce qui est notes de frais, je vous l'expliquerai après, ou pour les notes de resto, etc. Vous recevrez toujours des tickets. Et ces tickets, là par contre, il y a de la TVA déductible. Et donc sur cette TVA déductible, vous pouvez tout à fait la récupérer. Donc pour le début, oui, vous aurez toujours votre déclaration de TVA à faire, notamment pour ces problèmes de tickets. Voilà. Donc, on passe ensuite, donc pour vous en tant que commissaire de justice, au cas des débours. Donc les débours, tout n'a pas encore été clairement défini. Je crois que la Chambre nationale travaille dessus, mais là, je vous ai fait un petit rappel concernant les débours. Et l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter qu'il est important en fait que vos factures mentionnent bien tous les éléments, puisque si une information est incorrecte au niveau de vos factures, l'information risque d'être transmise à l'administration fiscale. L'information qui sera transmise sera incorrecte. Donc, et notamment au niveau des débours. Par principe, donc, un débour, c'est une somme que vous avancez au nom et pour le compte de votre client. Donc, par principe, un débour n'est pas soumis à TVA et n'entre pas dans le champ d'application de la TVA. Sinon, ça devient donc un élément de votre prix de vente. Donc, si le débour, par principe, c'est un débour strict qui ne rentre pas dans le champ d'application de la TVA, la dépense juridiquement sera à la charge de votre client et l'étude agit pour le nom de votre client. Et sur ce débour, par principe, il n'y a pas de TVA. Si par contre, le débour est intégré, c'est ce que l'on appelle, si ce n'est pas un débour strict, mais un débour intégré, c'est-à-dire qu'il y a une TVA, c'est-à-dire que votre étude agit en son nom d'après une facture qui est établie en son nom. Et dans ce cas-là, normalement, le principe, c'est que cette facture doit être soumise, de faire apparaître de la TVA. Donc, soit c'est un débour qui est strictement un réel débour. Dans ce cas-là, vous agissez pour le nom de votre client et dans ce cas-là, par principe, il n'y a pas de TVA. Et si par contre, c'est un débour sur lequel vous avez reçu une facture à votre nom, dans ce cas-là, vous devez par principe refacturer, là c'est du théorique, avec TVA, le montant que vous avez reçu. Donc, j'ai fait un petit exemple pour que vous maîtrisez bien tout ce que vous devez bien faire au niveau de votre émission de facture. J'ai pris l'exemple d'une étude de commissaire de justice qui signifie une décision de justice à une société. Dans ce dossier, donc, elle engage, par exemple, c'est un exemple que j'ai pris, des frais de serrurier à hauteur de 600 € et la facture est établie au nom de l'étude. Par principe, cette facture doit faire apparaître de la TVA. Si par contre, il y a des frais d'enregistrement concernant cet acte, cette décision de justice que votre étude signifie, par principe, cette dépense est légalement due par le client. Donc, pour l'exemple que j'ai pris, pour les frais de serrurier, normalement, donc, la facture est établie au nom de l'étude et l'étude a commandé, c'est votre étude qui a commandé la prestation. Normalement, la TVA est applicable sur votre facture. Par contre, concernant les frais d'enregistrement, par principe, la dépense incombe normalement à votre client et donc ça ne rentre pas dans le champ d'application de la TVA. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut faire très attention à bien savoir codifier votre facturation,
puisque si vous codifiez mal ce débours sur votre facture, il faut savoir que derrière, les éléments seront transmis directement à l'administration fiscale, et donc vous avez un risque de requalification si les sommes que vous avez indiquées sur votre facture sont mal codifiées. Donc, donc la réforme de la facturation électronique rend toute mauvaise codification immédiatement détectable par l'administration fiscale. Donc là, je vous conseille de vous rapprocher de vos prestataires informatiques pour vérifier que toutes les règles de codification au niveau de vos factures et de vos débours sont respectées pour que vous n'ayez pas un risque de requalification au niveau de l'administration fiscale. Je vous dis cela, mais faites attention, pour l'instant, c'est toujours en cours de réflexion au niveau des chambres, au niveau des concepteurs de logiciels. On a jusqu'au 1er septembre 2027 pour que tout soit en ordre. Concernant la refacturation entre confrères, par principe, vous rentrez dans le champ d'application de la TVA française. Donc, ça veut dire qu'avant, lorsque vous refacturiez quelque chose à un confrère, vous envoyez une facture PDF ou une facture classique, c'était normal. À partir de la réforme, donc à partir du 1er septembre 2027, les factures que vous allez faire entre confrères, entre professionnels, devront obligatoirement passer par votre plateforme agréée. Cela signifie que la facture que vous allez émettre sera donc au format de la facture X, elle transitera par votre plateforme et les éléments de votre facture seront transmis directement à l'administration fiscale. Ça veut dire que si vous envoyez une facture, dès que vous allez émettre votre facture, elle va tout de suite passer par votre plateforme agréée. Si vous constatez que vous êtes trompé dans la facture, vous ne pourrez pas simplement supprimer ou modifier votre facture. Il faudra donc émettre un avoir électronique, ce qui complique les choses, et vous devrez ensuite réémettre votre facture directement votre plateforme agréée. Donc, les refacturations entre confrères, par principe, rien ne change. Ça passe obligatoirement par la plateforme agréée avec TVA, confrères France, donc soumise à TVA française. Mais si vous devez modifier votre facture, vous ne pouvez pas simplement la supprimer puisque la facture sera déjà partie directement par l'intermédiaire de votre plateforme directement aux impôts. Il faudra que vous émettiez un avoir électronique et refaire ensuite votre facture. Donc, ça va compliquer les mouvements. Concernant les notes de frais, donc là, j'interviens par rapport à la question qu'on m'avait posée précédemment. Est-ce qu'on va devoir faire toujours des déclarations de TVA? Je vous réponds oui, et donc je vais vous montrer pourquoi vous allez devoir toujours faire vos déclarations de TVA manuellement. Après, peut-être qu'après, en 2028 ou 2029, ça changera, mais là, pour l'instant, les déclarations de TVA seront toujours faites manuellement. J'ai pris plusieurs cas. Donc, le premier cas, c'est par exemple, j'ai pris l'exemple des frais qui sont payés par exemple par un collaborateur avec une facture au nom de l'entreprise. C'est l'exemple par exemple d'un collaborateur qui va acheter un téléphone ou un ordinateur à la Fnac et qui se fait rembourser par exemple par l'entreprise. Par principe, le collaborateur, donc lui, quand il va aller à la Fnac, il va avancer les frais. Il faut savoir que lorsqu'il va maintenant à la Fnac pour le compte de votre entreprise, il doit obligatoirement communiquer, pour recevoir une facture, votre numéro de SIREN et votre adresse de facturation électronique. Comme ça, la Fnac, globalement, elle va déposer sur sa plateforme agréée la facture de la Fnac, et cette plateforme agréée de la Fnac transférera sur votre plateforme agréée chez vous la facture de la Fnac. Donc, le collaborateur qui achète, par exemple, un ordinateur, mais qui le paye et qui se fait rembourser après, le collaborateur devra communiquer donc au fournisseur l'adresse de facturation électronique et le numéro de SIREN de votre entreprise. La facture que vous allez recevoir, vous, sur votre plateforme, va indiquer que la facture est déjà payée. Ce qui est normal puisque le collaborateur l'a payée directement en allant directement à la Fnac. Le collaborateur, lui, sera considéré comme un tiers payeur. Et le collaborateur, lui, doit demander un justificatif de paiement pour se faire rembourser la facture par l'entreprise. Donc, c'est le même cas pour les restaurants, par exemple. Bon, on va intervenir après. Si vous avez l'habitude d'aller toujours
au même restaurant, il faudra obligatoirement communiquer votre numéro de sirène et votre adresse électronique pour que le restaurant puisse vous envoyer la facture de votre repas. Puisque la facturation papier va disparaître. Donc ça, à partir du 1er septembre 2027, je le rappelle. Et 2026, vous allez recevoir simplement des factures. Deuxième cas que j'ai pris comme exemple, c'est les frais qui sont payés par un collaborateur. Le collaborateur ne reçoit pas de facture au nom de l'entreprise, il reçoit un ticket de caisse. Donc, dans ce cas-là, le collaborateur, lui, il va chez un fournisseur, il reçoit simplement un ticket de caisse. Donc, le collaborateur, lui, a avancé les frais. Donc, faites attention, là, c'est particulier, donc comprenez bien le système. Donc, il reçoit un ticket de frais. Donc, il ne signale pas qu'il est comme professionnel, et donc, il récupère, lui, son ticket de caisse. Le collaborateur, lui, il va se faire rembourser par votre structure le ticket de caisse. Par principe de ce ticket de caisse, la TVA sera récupérable, mais cette récupération est tolérée par l'administration fiscale. C'est-à-dire que l'entreprise qui a émise, comprenez bien que l'entreprise, le fournisseur chez lequel il est allé, elle considère qu'elle a fait une vente à un particulier, donc non pas du e-invoicing, mais du e-reporting. Donc, cette vente, elle va la déclarer aux impôts comme étant un e-reporting, et donc les impôts auront connaissance de cette facture avec une TVA qui a été déduite, avec une TVA. Donc, le collaborateur, lui, il se fait rembourser son ticket de caisse par l'entreprise. Et vous, en tant qu'acheteur, vous pouvez tout à fait demander une facture B2B, donc en e-invoicing, mais dans ce cas-là, il faudra que vous demandiez la mention TVA déjà collectée dans le cadre du e-reporting. Je ne sais pas si j'ai bien été clair, mais pour résumer, le collaborateur qui achète quelque chose pour l'entreprise avec un ticket de caisse, et s'il ne communique pas son numéro de sirène de l'entreprise, le fournisseur chez qui il est allé, elle va enregistrer la facture en e-reporting. L'entreprise, elle, comme elle n'aura pas de facture, elle peut demander la facture, mais elle indiquera que la TVA a déjà été récupérée en e-reporting. Ensuite, concernant les tickets de péage, donc faites attention, là tout n'est pas encore très clair, mais par principe, pour les tickets de péage, normalement, il y a une tolérance administrative et doctrinale pour les tickets de péage. C'est-à-dire que quand vous allez passer au péage, normalement, le ticket doit mentionner le taux et le montant de la TVA, et par principe, les tickets de péage peuvent rester sous format papier. Mais si vous avez donc un abonnement, par exemple, pour le péage, obligatoirement, cet abonnement passera par le e-invoicing. C'est-à-dire que le péage transmettra la facture directement sur sa plateforme agréée avec, avec votre numéro de sirène qui permettra de transférer cette facture sur votre plateforme à vous, et vous pourrez aller chercher cette facture pour l'enregistrer. Et toutes les informations de cette facture, notamment au niveau de TVA, seront bien transmises au niveau des impôts. Concernant maintenant les tickets de parking, donc là c'est pareil. Par principe, ça rentre dans le champ de l'application de la TVA. Par contre, là, il y aura bien sûr une tolérance administrative à partir du 1er septembre 2027. Et normalement, il est prévu la mise à jour du parc des automates pour qu'il puisse éditer une facture. Voilà ce que l'on lit dans les textes, donc c'est encore un peu flou au niveau des tickets de parking. Par contre, ce qui est définitif, ça concerne notamment les notes de restaurant. Par principe, les notes de restaurant, comme je vous l'ai dit précédemment, vous devez, lorsque vous allez au restaurant, dans le cadre de la structure, communiquer votre adresse électronique de facture électronique et communiquer votre numéro de sirène pour que vous puissiez recevoir la facture. Par contre, il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation de délivrer une note pour un montant inférieur à 25 €. Et il n'y a pas non plus l'obligation de délivrer une facture pour un montant inférieur à 150 €. Donc, par contre, une facture peut être demandée, et dans ce cas-là, on ne peut pas vous la refuser. Et voilà, une facture peut être demandée pour les montants inférieurs, mais on est obligé de vous la délivrer.
Faites attention parce qu'au niveau de la récupération de la TVA, pour l'instant, ça sera toléré par l'administration fiscale. Par contre, je pense qu'à un moment donné, ça sera plus toléré. Donc, à partir du 1er septembre 2027, pour l'instant, ça sera toléré pour toutes les notes inférieures à 25 ou 150 euros. Par contre, je pense qu'après, ça ne sera plus toléré. Pour les notes d'hôtel, donc là, il n'y a pas de question à se poser. Obligatoirement, la facture sera envoyée sur votre plateforme agréée de l'entreprise et le collaborateur, lui, devra demander un reçu de paiement concernant cette note d'hôtel lorsqu'il va à l'hôtel dans le cadre de la structure. Donc, pour conclure, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 dates à retenir. Donc, c'est la priorité à partir du 1er septembre 2026. À partir du 1er septembre 2026, vous devez choisir votre plateforme agréée qui va permettre de recevoir et d'émettre vos factures électroniques. Et vous devez, avant le 1er septembre 2026, signer le formulaire opt-in, c'est donc un mandat qui va vous permettre de vous inscrire sur la liste de tous les fournisseurs. Vous allez communiquer également votre numéro de SIRET pour pouvoir communiquer de plateforme en plateforme. Globalement, cette réforme, on va plutôt y voir un inconvénient, si l'on veut dire, qui est principalement au niveau fiscal, puisque globalement, le fisc va maîtriser toutes vos factures, il va maîtriser toutes les factures que vous allez recevoir. Donc, globalement, le fisc rentre complètement dans votre gestion au quotidien et va gérer tous les flux entrées et sortants de vos structures. Mais ça a quand même des avantages. Donc, déjà, c'est la gestion. Ça va permettre un gain de temps, c'est-à-dire que ça va permettre de vous y retrouver et de payer les factures plus simplement, notamment sur les produits qui ont une plateforme agréée, par exemple les produits Septéo et Fiducial, les factures que vous allez recevoir de vos fournisseurs, il faudra simplement cliquer pour dire que vous les acceptez et vous pourrez faire directement le règlement à partir de votre plateforme agréée pour les produits intégrés comme Fiducial et Septéo. Donc ça va vous permettre un gain de temps et une gestion beaucoup plus rapide. Ça va permettre également de voir toutes les factures qui ne sont pas réglées par l'intermédiaire de votre plateforme agréée et quelles sont les échéances. Vous allez pouvoir gérer tout ça à partir de votre plateforme. Ça permet également de disposer d'une statistique par fournisseur et ça permet également, grâce à la plateforme, d'avoir un stockage sécurisé, c'est-à-dire que les factures vont être stockées dans votre plateforme au même endroit. Donc c'est une amélioration au niveau du stockage pour les entreprises. Voilà, je regarde rapidement les différentes questions qui m'ont été posées. Comment faire avec les notes de frais de parking d'Éclair? Je pense que c'est d'Éclair. Les tickets de parking, par principe, soit vous avez un abonnement, dans ce cas-là, on rentre dans le cadre de la facturation électronique avec un abonnement. Si vous n'avez pas d'abonnement, par principe, ils doivent vous ramener. Pour l'instant, ils vont vous ramener vos tickets, sachant qu'après, ça devrait être automatisé, mais là, attendez après le 1er septembre 2027. Mais par principe, ils devront continuer à vous rendre les tickets. Si un collaborateur s'achète un sandwich le midi, après lui avoir remboursé, il faudra donc demander à émettre une facture. Sur le principe, oui. Par contre, il y a une tolérance administrative, comme je vous l'ai dit, le ticket suffit pour un sandwich à 5 €. Mais sur le principe, on va en arriver là. Oui, je suis d'accord avec vous. Quand, je ne sais pas, mais obligatoirement, oui, on va y arriver. Pour l'instant, il y a une tolérance, comme je vous l'ai dit, c'était jusqu'à 15 €. Il y avait une tolérance de 15 € et 25 € et 250 €. Pour les frais postaux, on prend un forfait par acte. On prend généralement 3 €. Des fois, on n'a que pour 2 € de timbre et des frais pour 5 €. Comment cela se passe-t-il? Par principe, les frais postaux, je pense que sur votre TVA de frais postaux, par principe, il n'y a pas de TVA. Donc, par principe, les frais postaux, vous rentrez dans le cadre du e-invoicing, non, e-reporting. Attendez que je réfléchisse. Vous allez recevoir votre facture de frais postaux. Non, vous allez recevoir votre facture de frais postaux par le e-invoicing. Après, vous appliquez, si vous refacturez 2 €,
par principe, c'est votre codification au niveau de votre facture que vous devez faire attention. Par contre, sur le principe, si vous générez une marge, par principe, cette marge est soumise à TVA. Je ne comprends pas bien le mécanisme. L'État demande aux sociétés de procéder au e-reporting dans les 10 du mois qui suivent, à la fin du mois, et à défaut, une amende sera allouée. Il faudra donc comptablement augmenter la rapidité de traitement des encaissements. Donc, pour répondre à cette question, je vais essayer d'être clair. Lorsque vous faites un constat pour un client, lorsque vous faites donc une facture à un client qui est soumise à la TVA, vous passez dans le cadre du e-invoicing, les informations sont remontées directement aux impôts. Par contre, quand le client vous règle, le principe, c'est que les informations sont remontées le 10 du mois suivant. Ensuite, si vous faites du e-reporting, c'est-à-dire que lorsque vous faites par exemple un acte pour un particulier, dans ce cas-là, vous êtes dans le cadre du e-reporting, donc vous allez passer au répertoire vos actes, et le 10 du mois, vous allez reporter tous les actes que vous avez effectués du 1 au 10. La remontée se fera en automatique pour la totalité des actes que vous avez établis jusqu'au 10. Pareil, si vous avez des actes en e-reporting qui ont été réglés durant le mois, le 10 du mois suivant, obligatoirement, l'information va remonter au niveau des impôts comme quoi vous avez été réglé sur ces factures. Donc, je reprends la question. L'État demande aux sociétés de procéder au e-reporting dans les 10 jours, donc au e-reporting dans les 10 jours qui suivent la fin du mois. Donc, ce n'est pas le e-reporting, mais c'est le e-paiement dans le 10 du mois suivant. À défaut, il y a une amende, oui, tout à fait. Si vous ne procédez pas à votre e-reporting dans les 10 jours qui suivent le mois suivant, concernant le mois qui vient de s'écouler, vous avez une amende de 250 €. Mais je pense que les logiciels, tels que Intellisoft et Fiducial, vont générer obligatoirement comment dirais-je, ils vont automatiser cette remontée. Par contre, si vous êtes par exemple sur un produit qui n'a pas de plateforme agréée, là, oui, je pense qu'il faudra activer cette remontée d'informations. Donc, au niveau des questions, attendez, je regarde rapidement. Je regarde s'il y a d'autres questions. Concernant les sanctions, la loi de finances précise qu'elles ne sont pas applicables en cas de première infraction, comme au cours de l'année en cours civil ou au cours des 3 années précédentes, si l'infraction a été réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant la première demande de l'administration. Donc, on me pose une question concernant les sanctions. Est-ce que les sanctions sont directement applicables? Je pense qu'il y a une tolérance également administrative au début, mais par la suite, il n'y aura plus de tolérance. Donc, je pense que l'État veut tout cadrer, tout maîtriser. Donc, à partir de là, au début, il y aura obligatoirement des choses qui ne vont pas très bien fonctionner, entre guillemets, mais par principe, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais je pense qu'à la fin, il y aura sanction. Ensuite, en cas d'annulation de facture, comment cela va se passer? Si vous annulez une facture, vous ne pourrez plus annuler une facture simplement dans votre logiciel sans impact. Il faudra obligatoirement, que ce soit du e-invoicing ou e-reporting, il faudra obligatoirement générer ce que l'on appelle un avoir électronique. Et donc, cet avoir électronique passera obligatoirement par votre plateforme. Et ensuite, vous devez réémettre une nouvelle facture. Vous serez obligé de passer par un avoir électronique, puisque l'administration aura connaissance déjà de tous les éléments. Et si vous l'annulez après, il faudra constituer un avoir électronique. Vous ne pouvez plus l'annuler et la refaire simplement sans passer par votre plateforme. Ensuite, pouvez-vous m'indiquer si la visio aura un replay? Intéressant comme question. Oui, elle est mise à disposition et si vous voulez qu'on poursuive au niveau de cette formation, vous pouvez l'indiquer également à l'UNCJ qui va se solliciter et j'accepterai volontiers de refaire, d'approfondir cette formation, cette présentation webinaire. Selon un rapport de l'Inspection générale des finances, le coût d'une facture électronique serait de 1 à 2 € contre 14 à 20 pour les traitements d'une facture entrant dans le format de papier. Je suis d'accord avec vous. Globalement, c'est ce que j'ai dit au départ, globalement, le coût d'une facture, on a estimé que moi je l'avais estimé à 13 €. Globalement, le coût d'une facture que vous recevez, le temps que vous l'imprimez, que vous la réceptionnez,
que vous la mettez en paiement, que vous la classez, que tout ça coûte globalement 13 €. Donc là, on me dit entre 14 et 20 €. Oui, globalement, ça coûte entre 14 et 20 €. Je vais dire plus précisément 13 €. Et donc, le principe, c'est que maintenant, vous allez recevoir vos factures directement sur votre plateforme agréée. Vous allez cliquer sur un bouton. Cette facture va directement être mise en paiement et elle sera directement enregistrée dans votre comptabilité. Faites attention, c'est ce que développe actuellement Intelsoft. Non, c'est ce que développe actuellement Septéo et Fiducial. J'ai vu, moi, le produit Septéo, il est très bien fait. Et à terme, c'est l'objectif, c'est-à-dire que les factures, un simple clic la mettra en paiement et un simple clic permettra de l'enregistrer. C'est l'objectif. Donc, globalement, le métier de comptable pur dans vos études risque globalement pas de disparaître, mais ils n'auront plus de saisie de factures à faire et tous les délais de paye et tous les paiements, tous les mouvements de paiement seront également alimentés dans votre comptabilité par l'intermédiaire de votre plateforme, puisque, comme je le répète, vous, en tant que fournisseur, donc les autres fournisseurs également, sont tenus de déclarer donc par voie électronique tous les paiements qu'ils ont reçus sur les services qu'ils ont rendus. Donc, dès que vous allez recevoir un paiement, ce paiement, vous allez devoir le déclarer le mois suivant pour le mois qui vient de s'écouler. Donc, obligatoirement, toutes les données passent par l'intermédiaire de cette plateforme, pourront s'enregistrer directement dans votre comptabilité via les plateformes agréées. C'est ce que fait et ce que essaye de faire Septéo et Fiducial. Je sais par exemple, il y a Pennylane, pour ceux qui ont d'autres entreprises ou qui gèrent d'autres secteurs d'activité. Je sais que Pennylane, par exemple, développe très bien ce principe de plateforme agréée qui gère toutes vos factures entrées et sortantes et qui les enregistre directement dans la comptabilité. Donc, une dernière question. Y a-t-il des tolérances si la personne en charge de la comptabilité est en vacances, par exemple, et que les délais ne peuvent être tenus? Donc, oui, c'est-à-dire… Non, il n'y a pas de tolérance, excusez-moi. Le principe… Donc là, je raisonne par rapport à un produit que j'ai vu, c'est le produit Intelsoft. Par contre, il faut voir avec les autres. Mais je pense qu'à partir du moment où vous allez recevoir une facture sur votre plateforme, Intelsoft maintenant… Septéo a défini un délai de 4 jours pour que vous puissiez valider votre facture. Si au bout de 4 jours, vous n'avez pas validé votre facture, par principe, Intelsoft la bascule directement en règlement et dans votre comptabilité. Donc, si vous partez en vacances 2 semaines, obligatoirement, tout va se valider en automatique. C'est le risque. Je suis d'accord. Je vais faire une dernière question. Qu'en est-il des constats passés au répertoire tardivement ? Par principe, donc là, je ne comprends pas trop la question, mais par principe, tant qu'elle n'est pas passée au répertoire… alors, je reviens sur cette question. Qu'en est-il des constats passés au répertoire tardivement? Par principe, si vous passez donc votre facture tardive, donc en fait, votre génération de la facture, c'est le passage au répertoire. Donc, dès que vous faites le passage au répertoire, par principe, vos factures sont transférées dans la plateforme agréée. Si, par contre, vous avez un règlement et que vous n'avez pas encore reçu de facture et que vous n'avez pas encore émis de facture, là, l'administration fiscale va voir qu'il y a un problème et je pense qu'ils vont vous prévenir qu'il y a un problème. Donc, par principe, il faut d'abord émettre la facture avant de recevoir le règlement. Donc là, ça risque de bugger au niveau des données qui sont transférées à l'administration fiscale. Donc, j'aurais tendance à vous dire d'éviter d'envoyer une facture après avoir reçu le règlement. Voilà. Donc, j'espère que il y a encore d'autres questions qui arrivent, mais bon, je vais peut-être laisser la main puisqu'il est 13h30. J'espère que ça vous a plu, que vous maîtrisez un petit peu plus le principe de la facturation électronique. N'hésitez pas, si vous avez des questions, donc à poser vos questions à l'UNCJ ou à moi-même, que je traiterai en cas de besoin. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt.